Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première de la semaine. On est le lundi 22 janvier 2024. On est ensemble en direct jusqu'à 11h30 sur Canal Algérie. Et aujourd'hui dans l'émission, nous parlons de la grossesse. Et oui, pour démarrer une grossesse dans les meilleures conditions possibles, il est bon de faire une consultation préconceptionnelle. Qu'est-ce que cette consultation au juste et pourquoi est-elle importante? Nous en parlons aujourd'hui avec Dr Khawla Khaldoun, elle est gynécologue. Elle sera là sur le plateau pour nous parler de cette consultation si importante. Et avoir un enfant, c'est aussi tout un chamboulement. C'est la vie qui change et il faut s'y préparer psychologiquement. Et sur le plateau avec nous, Madame Faiza Noura, elle est psychologue et elle nous expliquera tout ça. Côté rubrique, alors aujourd'hui, nous restons toujours dans le conseil pratique dans la grossesse et nous allons parler d'une pathologie peu ou mal connue des parents. Nous allons parler de la prééclampsie, savoir ce que c'est, si ça se guérit surtout. Donc, conseil pratique, ça sera avec Dr Khawla Khaldoun, qui est gynécologue, qui restera pour conseil pratique. Et bien sûr, pour finir, la rubrique de Wahida Selmchef, qui est dédiée à la Palestine, ça sera en fin d'émission, c'est Oui Cher. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Ça commence tout de suite. L'arrivée d'un bébé peut transformer toute une vie, mais avant de planifier ce bébé, il est bon de faire ce qu'on appelle une consultation préconceptionnelle. Voilà, préconceptionnelle. En quoi consiste justement cette consultation et pourquoi est-elle importante? Et au-delà de l'examen clinique, comment se préparer psychologiquement à cette nouvelle aventure, à cette aventure unique? Donc si vous avez des questions, si vous voulez nous en parler ou témoigner tout simplement, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et sur le plateau pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Khawla Khaldoun. Vous êtes gynécologue, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Et avec nous aussi Madame Faiza Noura, vous êtes psychologue, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, oui. Merci pour l'invitation. Alors, on ne pense pas toujours à faire une consultation quand on a l'intention d'avoir un enfant, sauf si on a des problèmes de santé, si on a déjà une maladie chronique, on a un chamboulement dans le cycle ou autre chose. Pourquoi il est important de faire une consultation avant de décider d'avoir un enfant? Alors, Mounia, déjà, il est important de faire une consultation juste avant le mariage. Oui. Parce que le mariage, c'est un projet de fonder une famille. Donc, il y a une consultation qui s'appelle consultation préconceptionnelle et c'est un papier qui est présent dans le dossier administratif du mariage, qui doit être signé par le médecin. Voilà, dans ce papier, il est précisé qu'il faut avoir vu un médecin, il faut avoir fait quelques analyses pour aller faire une consultation chez le médecin, lui parler et décider si oui ou non mon état permet de faire une grossesse sans trop de peur qu'il y ait des complications, et aussi quelques conseils à recevoir du médecin. Oui. C'est vrai que l'importance de cette consultation n'est pas encore très ancrée dans les têtes. Cependant, j'adore cette consultation parce qu'elle définit dès le début, donc l'IAP, je sous-signais, certifie que j'avais vu le couple, qu'il n'y a pas de maladie contre-indiquant. Déjà, c'est la consultation prénuptiale. Oui, c'est donc, en prénuptial déjà. En prénuptial, on sait déjà quelles sont peut-être les pathologies qui existent. D'ailleurs, il y a des analyses à faire pour dire, voilà, c'est des choses que vous devez éviter et que vous devez savoir avant de commencer une conception. Donc déjà, le certificat prénuptial contient. Mais c'est pas très... Heureusement que l'information passe parfois au cabinet. Quand la jeune fille, elle vient déjà en consultation pour trouble du cycle, comme vous dites. Oui. De temps en temps, s'il y a un projet de mariage en vue, vous n'oubliez pas votre consultation. Donc c'est très important, déjà ça. Il y a le fait de demander à la femme s'il y a un état préexistant, une pathologie cardiaque, une pathologie rénale... et autres maladies chroniques qui vont peut-être interférer lors de la grossesse. Et s'il n'y a rien du tout,
Il faut informer la femme aussi sur la nécessité de surveiller le régime alimentaire avant la grossesse, de supplémenter par exemple un acide folique qui est très important pour éviter certaines malformations chez l'enfant. Donc oui, c'est très important de faire une consultation. Et puis c'est rassurant aussi de voir le médecin qui va suivre justement cette grossesse, parce que on va dire que c'est la troisième personne du couple qui va être le plus proche du bébé et qui va suivre cette évolution pour nous rassurer, qui va nous accompagner surtout le jour de l'accouchement. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes couples qui viennent ensemble. Donc les deux sont impliqués, ils posent des questions les deux. Alors, pour cette consultation préconceptionnelle, c'est vrai que ce n'est pas encore, mais ça commence. Ce n'est pas encore entré chez nous, mais ça commence. Moi, je suis enchantée de recevoir quelqu'un qui me dit « Je viens préparer ma grossesse, docteur, c'est magnifique, j'ai des sourires jusque-là ». Donc, ça commence. Ça commence. Bien. Et alors, préparer sa grossesse, c'est aussi se préparer psychologiquement à l'arrivée d'un nouvel être parmi nous. Parce qu'avant ça, c'était peut-être la vie de couple à deux. Et l'arrivée du bébé peut chambouler toute cette vie à deux qui s'est construite pendant un moment et peut changer toutes nos habitudes. Et on ne sait pas forcément à quoi s'attendre quand le bébé est là. D'abord, il faut prendre conscience que c'est important aussi, avant d'avoir des enfants, de consulter chez un psychologue pour voir déjà autant qu'enfant comment on était autant qu'enfant. Parce que la maman elle-même et le papa, on va parler des deux, parce que les deux, c'est-à-dire ils ont eu une histoire. La relation qui était avec leurs propres parents. Et généralement, on parle beaucoup du baby blues et la dépression après oui, mais on ne parle pas de la dépression qui est vraiment beaucoup plus importante et beaucoup plus contraignante que la dépression après l'accouchement. Parce que là, ça réveille des souvenirs qui étaient enfuis, la relation que la personne, la maman, et c'est surtout la maman qu'elle a eue avec sa maman. Oui. La future maman, la relation entre la future maman et la maman. Exactement. Voilà, donc ça ouvre déjà une porte qui était fermée complètement. Et c'est dans l'inconscient et on ne sait pas. Et subitement, on tombe enceinte et il y a des choses qui remontent. Des choses qui remontent. Il y a une anxiété, la peur et on peut arriver jusqu'à la dépression, mais une dépression très très profonde parce qu'une grossesse c'est tout le monde qui dit oui c'est super, c'est beau, c'est d'avoir un enfant, d'avoir des enfants et tout. Puis la première question, moi j'aime bien poser la première question, pourquoi vous voulez avoir un enfant? Déjà cette réponse m'indique beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui disent parce que je me suis mariée, il faudrait que j'ai des enfants et au fond d'elle, elle ne veut pas avoir des enfants pour le moment. C'est plutôt la pression de la société qui fait qu'on doit avoir un enfant parce qu'on s'est marié. Exactement. Donc par peur d'être jugée ou mal vue, pourquoi elle n'a pas d'enfant. Alors c'est tout le monde, on se marie, automatiquement on fait des enfants. Et on ne cherche pas à comprendre comment on était enfant déjà, nous enfants, la relation qu'on avait avec notre mère. Puis ça engendre beaucoup de problèmes. Et puis il y a 3 étapes dans la grossesse. Chaque étape, il y a son propre, c'est-à-dire le processus de la grossesse. Donc il faut éviter pour ne pas tomber dans certaines pathologies pendant la grossesse. Et justement, le fait de ne pas avoir d'enfant tout de suite fait que tout autour de nous, il y a toute la famille qui pose des tas de questions. Wartej, kifesh, wa'lesh, et peut-être que c'est toi, et peut-être que c'est lui, et pourquoi, et comment. Toujours dans le jugement. Voilà, on est toujours dans le jugement et on ne se dit pas que peut-être que ce couple n'a pas décidé d'avoir des enfants juste après le mariage, qu'ils ont peut-être envie de vivre leur vie de couple à deux avant de se lancer dans ce projet de vie. Ben oui, parce que déjà la fille, quand elle arrive, en étant jeune fille, et généralement, malheureusement, ils ne se connaissent pas. Et ils ne savent pas à quoi s'attendre. Qu'est-ce que je veux du mariage? Déjà, avant d'avoir qu'est-ce que je veux de l'enfant, qu'est-ce que je veux du mariage? C'est quoi le mariage pour moi? Il faut d'abord stabiliser ça. Comme tout le monde aussi, de faire comme tout le monde. C'est de voir d'abord c'est quoi le couple. Après, je vais me voir déjà moi dans le couple, parce qu'il y avait le je, après il y a le nous. Donc il n'est plus question je ou tu, c'est le nous. Donc ça, c'est le premier bébé déjà. Le premier bébé, c'est le nous. Les nous. Voilà, il faut d'abord peut-être stabiliser sa relation de couple avant de décider d'avoir un enfant. Exactement, tout à fait. Pour pouvoir accueillir cet enfant dans de bonnes conditions. Et essayer de voir déjà son côté, les blessures qu'ils ont eues, chacun de son côté, les parents, c'est-à-dire le couple en lui-même,
pour pouvoir penser en même temps à réfléchir aussi d'avoir un enfant. Très bien. Alors, auprès de qui on peut faire cette consultation préconceptionnelle quand on décide d'avoir un enfant? Est-ce qu'on va voir d'abord un généraliste pour savoir si tout va bien, ou un médecin traitant, ou alors on se dirige directement chez une gynécologue? Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a des femmes qui ont un problème préexistant de santé. Il y a des femmes, des jeunes femmes qui se marient, qui se décident de faire des enfants. En général, comme on en a parlé tout à l'heure, Mounia, déjà dans la consultation prénuptiale, on va parler de la grossesse et on va parler parce que dans le bilan, il y a par exemple des analyses de rubéole, de toxo. On fait comprendre à la femme que ces 2 maladies, vous devriez savoir votre statut immunitaire pour savoir si vous êtes protégé ou pas. Si vous risquez de développer cette maladie pendant la grossesse, voilà les risques pour l'enfant. On va savoir le groupage de la femme, s'il y a des incompatibilités rhésus, pour dire si votre mari est du rhésus positif, vous êtes du rhésus négatif. Il faut faire attention, il faut venir juste après le mariage. Comme ça, on discutera de ça. Ne programmez pas de grossesse avant de nous dire. Il y a plein de choses à discuter. Donc, si la femme est sans antécédent, elle est jeune, entre 20 et 35 ans, une petite consultation prénuptiale, on fera peut-être une écho, on va parler de l'importance de la supplémentation, s'il y a des carences en vitamine D, on supplémente, en B9, on supplémente systématiquement. Et puis B9, c'est l'acide folique. C'est de l'acide folique. Ah, oui, c'est vrai qu'en début de grossesse, on nous conseille de faire, on nous prescrit. Avant. Justement, c'est quelques mois avant. Justement, attendez, je vous pose la question. Donc, en début de grossesse, on nous prescrit de l'acide folique parce que c'est important. Souvent, les grossesses arrivent, pas par surprise, mais pratiquement inopinées. Exactement. Donc, à ce moment-là, on nous prescrit de l'acide folique. Donc, il est préférable de prendre l'acide folique avant. Combien de temps avant. Voilà. Donc, même si on le prend une année en avance, c'est pas si, voilà. Certaines études parlent de la toxicité, donc il ne faut pas abuser non plus. Mais une dose régulière, puis bien dosée. D'ailleurs, ce qui se vend est très bien dosé. 4 à 6 mois avant, c'est pour que les réserves du corps soient rétablies. L'acide folique est très important parce que nous sommes une région où il y a beaucoup de malformations du tube neural. Ce qu'on appelle de l'hydrocéphalie ou la spina bifida, ça prévient énormément. Il y a d'autres causes, c'est vrai, mais c'est une des causes majeures. Donc, c'est une supplémentation qui prévient aussi les maladies abortives, donc les avortements à répétition, qui prévient d'autres problèmes aussi. Donc, voilà, c'est très important de le prendre avant. C'est pour ça que c'est plutôt la consultation prénuptiale où on commence déjà les premières préparations à la grossesse. Mais la consultation préconceptionnelle, oui, c'est là où on demande des bilans. Oui. Parce qu'en général, le mariage, le projet d'enfanter vient tout de suite après le mariage. C'est rare, c'est assez rare de voir, sauf s'il y a une carrière à gérer ou des études à gérer. Mais sinon, en général, le mariage vient avec la grossesse. Mais pour la conception préconceptionnelle, ça fait partie c'est parler de ce problème de carence en acide folique qui c'est souvent, bien sûr, il n'y a pas de signe de carence en plus. En dehors des femmes qui ont des anémies, il n'y a pas de signe de carence. Donc c'est une supplémentation préventive en début de grossesse. Donc, qu'est-ce qu'on demande justement à la femme et puis à l'homme, parce que les futurs papas sont concernés aussi. Et il faut aussi une consultation pour les papas, les futurs papas. Oui, normalement, c'est pas encore, mais c'est-à-dire l'aptitude au mariage physique, déjà, l'aptitude à concevoir physique. Après, ce sera le bilan général, c'est les maladies transmissibles dans le couple. Donc, ce sera les sérologies connues, HIV, hépatite B, hépatite C, la syphilis. Ça, c'était dans le bilan prénuptial, qui sont importants après pour la conception de la grossesse. Et la discussion se fait en général clinique. Et puis, les conseils qu'on avait dit, là, on a terminé le prénuptial. Ça y est, ils le savent. Pour la préconception, si le couple arrive en me disant on veut une grossesse, comment on fait ? On pose des questions, voilà, votre état de santé, est-ce qu'il y a une maladie héréditaire, transmissible ou pas, dans la famille des deux côtés, vos groupages, est-ce qu'il y a un risque d'incompatibilité, voilà. Est-ce qu'il y a une maladie qui pourrait affecter la grossesse, par exemple si la femme elle a une cardiopathie ou une insuffisance rénale. Quand on a une maladie chronique. Mais en général, quand on a déjà une maladie chronique, on est déjà en train de suivre chez un médecin spécialiste. C'est pour ça que je vous dis, vous m'avez posé, on va chez qui? Voilà. Donc si on n'a rien, la consultation suffit. Si on est malade, on part chez son médecin traitant déjà de la maladie chronique qu'on suit. On informe le médecin qu'on a un désir de grossesse.
C'est lui qui donne déjà son premier accord? Oui, parce qu'il change parfois des thérapeutiques. D'accord. Voilà. Par exemple, une diabétique sous traitement oral, sous comprimé, dès qu'elle voudra faire une grossesse, il faudra passer à l'insuline. D'accord. Donc, même si on ne va pas garder, c'est-à-dire pour stabiliser les glycémies les mois d'avant la grossesse, pour avoir à des niveaux qui permettraient d'éviter les malformations chez l'enfant, parce que des chiffres glycémiques élevés, non équilibrés avant la conception, les quelques mois avant la conception, et les premiers mois de la conception, c'est un facteur de risque très important de malformation fœtale. Donc déjà, par exemple, la diabétique doit passer chez son cardio. Les problèmes oculaires très importants qui peuvent être aggravés par la grossesse, on doit avoir l'ophtalmo. La cardiopathe doit faire ça. Pour l'accord de la grossesse, on a eu des femmes qui ont fait des grossesses sur des cardiopathies qui contre-indiquent complètement la grossesse. Les insuffisances rénales, toutes les maladies, même les maladies immunitaires. Certaines maladies immunitaires, ils sont sous traitement, par exemple l'immunosuppresseur, il faudra changer le traitement parce qu'on envisage une grossesse ou le changer juste quand le test est positif. J'ai des maladies, les malades sous anticoagulants aussi. Donc il faut une consultation chez le médecin traitant quand on est malade. Il donne son accord, on arrive chez le gynéco. Bien sûr, le médecin de famille, le médecin généraliste qui connaît l'histoire de la famille, une consultation chez lui est très importante parce qu'il guide. Vous avez besoin il connaît toute la famille, donc il connaît l'histoire de toute la famille à ce moment-là. Effectivement, il guide, il guide énormément. Il peut faire une consultation préconceptionnelle et dès que la grossesse commence, il oriente, bien sûr. Très bien. Alors ce que je vous propose, mesdames, tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Fariha El Hamdi qui nous parle justement de la grossesse. D'accord? On regarde. Avoir un enfant est une décision importante. L'arrivée d'un bébé peut transformer une vie. Effectuer un bilan de santé est un bon moyen de se préparer aux changements qui s'opéreront dans le corps d'une maman au moment de la grossesse. Lorsque vous pensez à comment faire pour bien préparer votre grossesse, une bonne initiative consiste à passer un examen médical, car vous pouvez parler de votre souhait avec votre médecin. Vérifiez que vous n'avez pas d'éventuelles carences en minéraux et vitamines et faire contrôler votre taux de glucose et de cholestérol en décidant de faire certains choix en matière d'alimentation et de style de vie avant de concevoir un enfant. Vous pouvez améliorer votre santé et vous préparer à la grossesse. Cela peut aussi avoir des effets bénéfiques sur le développement, la croissance et la santé de votre futur bébé. Prendre rendez-vous chez votre gynécologue est indispensable. Vérifiez le fer, la thyroïde, certaines maladies comme la toxoplasmose. Si certaines carences ou maladies sont découvertes, il faudra prendre des précautions. Alors on parle de la santé physique bien sûr, mais la santé mentale est aussi importante. Alors la santé mentale des parents est essentielle pour que l'enfant qui arrive et qui va se développer justement dans le ventre de cette maman, c'est important que ses parents soient en bonne santé mentale aussi. Tout à fait, oui. Parce que ça influe sur la santé physique justement. Le mental sur le physique, c'est très très important. Sans lier, on a tendance à chaque fois oublier et mettre l'un de côté et l'autre. C'est comme si c'est deux entités différentes alors qu'elles sont. Exactement, c'est lié, c'est l'un influe sur l'autre et inversement. Donc il faut avoir cette curiosité, cette culture qu'il faut vraiment consulter. Et parce qu'il y a, par exemple, quelquefois je reçois des femmes qui ont déjà eu une grossesse et ça a été une catastrophe pour elles. Et elle me dit, je n'ai pas accepté mon enfant et je me sens coupable. Déjà, elle vit avec une culpabilité. Et puis j'ai eu une fille. Maintenant, mon mari me dit il faut avoir un garçon et on me fait un stress terrible et moi j'ai peur de tomber enceinte encore. La dernière expérience était très, j'ai mal vécu la dernière expérience. Il y a déjà un sentiment de culpabilité. Pourquoi elle a rejeté l'enfant? Et il faut aller dans l'histoire de cette femme, de cette maman, et voir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait qu'elle a mal passé sa grossesse. Elle a fait une très grande dépression profonde. Il y a même des antidépresseurs adéquats pour les femmes enceintes. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'elle a vécu ça? Donc, généralement, ils ne viennent pas avant. Généralement, ils viennent quand ils ont déjà vécu ça.
On n'a pas encore malheureusement cet esprit, se dire bon, je vais aller voir déjà mon état psychique et voir si je peux avoir un enfant ou pas. Mais ce que je reçois, c'est surtout les mamans qui ont déjà eu des enfants. Parce que cette expérience-là, elle ne le savait pas, mais cette expérience-là, elle garde, et elle me dit, et puis généralement quand j'entends et je dis, il y a des femmes qui étaient très épanouies, et là j'ai pas eu ça. C'est vrai qu'on a toujours, voilà, on a toujours cette image de la femme enceinte qui est heureuse, qui est sur un nuage, qui attend un heureux événement. Donc, et quand la grossesse ou la préparation de la grossesse, quand ça se complique un petit peu, quand la grossesse se passe pas toujours comme on le voit dans les séries et dans les films, ou quand on le voit chez les autres, donc il faut dire que chaque grossesse est différente. À ce moment-là, on se dit pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi c'est aussi difficile et pourquoi ça se passe comme ça. Je n'ai pas ressenti ce bonheur dont tout le monde parle, c'est beau, c'est bien, on se sent bien. Et pourquoi j'ai pas ressenti ça? Il y en a des cas, il y a des cas vraiment, des cas terribles. Il y a aussi l'état de la femme. Les signes sympathiques de grossesse au début font vivre un calvaire. On les appelle justement les signes sympathiques. Ils ne sont pas du tout sympathiques. Et puis ça s'accompagne. C'est hormonal, oui. Le chamboulement hormonal fait que l'état psychique de la parturiente ou de la femme enceinte et autour, personne ne comprend. C'est qu'on attend à ce que l'autre comprend, on attend à ce que l'entourage comprend, mais le vécu, il est vécu seul. Déjà là, c'est un début très délicat, très désagréable. Au lieu d'être là à attendre la grossesse, on est là à lutter contre ce qui se passe. Le temps de sortir de ces 3 premiers mois, on souffle un petit peu après des petites complications de la fin du 2e trimestre. Donc il y a beaucoup de désagréments. La grossesse, il y en a besoin de beaucoup d'aide psychologique pour les surmonter. Voilà, donc moi par exemple quand je reçois, on me dit je n'ai fait hala, je vomis, je vais pas bien. Je dis c'est bien, ça veut dire que vous êtes enceinte, c'est très très sympa. Ça passera. C'est tout à fait normal. Il faut avoir des thérapies de groupe de femmes enceintes. C'est vrai. D'accompagner les femmes enceintes. Ça serait bien, d'organiser des... Oui, ça serait très très bien. J'y pense souvent, de dire avec une psychologue, des tarifs de groupe, rigoler de ces aléas de la grossesse. Exactement. Partager et dire vraiment ce qu'on vit, exactement. Oui, tout à fait. Et puis avoir cette opportunité d'avoir d'autres femmes ensemble et partager. Là, on se sent compris. Parce qu'on a tendance à me dire, il ne me comprend pas mon mari, et moi je suis mal. Et puis il y a même une colère qu'elle rejette sur son mari. Pourquoi moi je souffre et lui ne souffre pas. Et c'est de sa faute. Et il se passe des choses incroyables. Il se passe des choses incroyables dans la grossesse. Pour la femme enceinte, c'est incroyable. Il y a son passé. Il y a est-ce qu'elle est prête ou pas psychologiquement, il y a aussi d'avoir une responsabilité. Aussi, c'est toute une responsabilité, c'est la vie qui change parce que tout change après. On n'est plus responsable sur soi ou même quand on est dans le couple, on est plus responsable. Chaque adulte est responsable de lui-même. Mais à ce moment-là, il y a un enfant qui va venir au monde et à ce moment-là, on est responsable de tout par rapport à cet enfant. Il dépend entièrement de vous. Voilà, il dépend entièrement de nous, donc c'est une grosse responsabilité qui peut faire peur. Essayer d'éviter les tabous surtout. Les tabous, il faut vraiment... parce que ça fait des problèmes et puis généralement c'est ce qui fait que après ça ne dure pas, il y a une famille qui se casse après. Si on ne consulte pas avant et pendant et après aussi, c'est pas possible. Et justement quand on a eu un malheureux événement avant justement quand on a eu par exemple une fausse couche ou qu'on a eu une mort de bébé ou un décès néonatal ou un enfant malade. C'est difficile de programmer une autre grossesse, même si on le veut, on se dit j'ai failli peut-être la première fois, qu'est-ce qui va m'arriver ensuite, je ne pourrais pas supporter ça. Donc et si jamais je le perds encore et si il se pose des questions. C'est des grossesses vécues très difficilement par le couple, par le médecin, par toute la famille, parce qu'il y a moi personnellement, toute patiente chez moi qui a vécu un épisode douloureux, j'adresse une consultation de psychologie avant de la recevoir pour le 2e enfant. J'adresse. Parce qu'elle a fait déjà le deuil du premier. Oui. Exactement. En général, on veut remplacer un enfant pansement. Oui. Donc là, c'est déjà un problème. Et voir comment c'est, parce que la maman, quelquefois, elle se sent coupable aussi. Elle se dit, peut-être que je n'ai pas fait trop attention, peut-être que ce n'était pas assez, qu'est-ce qui cloche chez moi. Donc déjà, la culpabilité en elle-même qui peut mener à une dépression. Avant ou même pendant la grossesse, est-ce qu'on peut faire une dépression pendant une grossesse? Oui, on n'en parle pas souvent, mais oui, beaucoup.
c'est plus douloureux en fait. Parce qu'on n'apprécie pas, il y a une période, la première période, les 3 premiers mois, c'est-à-dire le premier trimestre. Là, c'est le passé de la maman qui revient en lui-même. Dans la deuxième, le temps de sortir déjà de cet état, le deuxième trimestre, c'est normalement, logiquement, la maman commence à imaginer l'enfant, c'est-à-dire... C'est aussi au moment où l'enfant commence à bouger aussi, le deuxième trimestre. Elle commence à imaginer l'enfant, donc déjà, quand elle est en deuxième trimestre et elle ne dit pas enfant, elle part que j'ai mal, elle part que d'elle. Déjà, ça veut dire qu'elle n'a pas encore mis l'enfant dans son histoire. Donc là, et puis, il arrive le 3e trimestre, c'est l'anxiété de l'accouchement. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis les douleurs, les insomnies. Le poids aussi, difficile de se déplacer, surtout s'il y a des maladies. L'image physique qui commence à se détériorer. J'ai des vergetures et comment ça va être. Je suis bouffie, voilà. Oui, tout à fait. Son image en elle-même en tant que femme, sa féminité aussi. Et pendant l'allaitement aussi, il y a tout un... Surtout après un premier vécu, tout ça, c'est des appréhensions pour le deuxième. Alors aujourd'hui, on parle de préparation de grossesse, alors la consultation préconceptionnelle, voilà exactement. Donc si vous voulez nous appeler, vous voulez nous poser des questions ou témoigner tout simplement, n'hésitez pas à composer le numéro en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Il est important d'avoir une bonne hygiène de vie quand on décide d'avoir un enfant, d'avoir une bonne alimentation, un bon sommeil et tout ça. Activité, voilà. Donc d'ailleurs, souvent, c'est rentré un petit peu dans les mœurs. On fait toujours une glycémie, on fait une TSH pour savoir le statut de la thyroïde parce que ces deux paramètres spécialement sont très importants pour le début de la grossesse. Tout ce qui est hypothyroïdie en début de grossesse, dans la formation de l'enfant, ça peut causer beaucoup de problèmes pour le fœtus, pour le nouveau-né qui va venir. Donc la glycémie aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, s'il y a un prédiabète ou un état prédiabétique qui se prépare, on risquerait d'avoir des malformations parce que c'est les 10 premières semaines déjà la formation de l'enfant, les carences, les anémies, en supplémentant en vitamine D, on donne des antioxydants parfois, on donne voilà, donc chaque médecin il connaît bien sa patiente et il va voir qu'est-ce qui manque. Si on est en excès de poids, on commence déjà à baisser un petit peu son poids avant la grossesse. Avant la grossesse, Voilà, si on est sédentaire, on dit marchez un petit peu, faites un peu de sport si vous voulez, améliorer l'alimentation. Nous, on demande ça compte aussi pour le mari. Oui, oui, bien sûr, pour la fertilité, ça compte aussi pour le mari. Une bonne hygiène. Donc, dans le couple, on doit installer une bonne hygiène, privilégier tout ce qui est légumes et fruits, arrêter toutes les sucreries, tout ce qui est les addictions gras. aussi. Oui, énormément, oui. Bon, les addictions, heureusement. Tout ce qui est tabac, justement. C'est-à-dire le tabagisme passif, par exemple, on dit au mari, il faut fumer dehors. Si vous fumez, ne fumez pas dans la maison. Ou arrêtez de fumer pour le tabac aussi. C'est un combat. C'est un combat des femmes, ouais. Donc voilà, ça se prépare dans le sens, moi je dis aux patientes, vous allez faire grandir l'enfant en vous avant de le voir grandir dehors. Ce que vous avalez, ce que vous respirez, c'est ce qui va le construire après. Donc choisissez en quoi vous allez remplir ce petit corps. Ce que vous pouvez lui donner à la naissance, vous pouvez le manger maintenant. Ce qui est interdit pour bébé les premières années est interdit pour vous pendant la grossesse. Ensuite, les boissons gazeuses, les colorants, voilà. Tout ce qui est ultra transformé, tout ça, avant la grossesse, on commence à assainir un petit peu ce qu'on a dans le réfrigérateur. On revient à l'alimentation basique. Se détoxifier. Se détoxifier. Voilà. Se détoxifier aussi l'esprit zen, faire des séances de respiration, on va dire. Se détendre aussi, c'est important. Faire des recherches avant c'est-à-dire faire, c'est quoi les besoins d'un enfant, c'est quoi les besoins d'un enfant affectif dans l'éducation, quel genre de maman je veux devenir, quelle aide je vais avoir, exactement. Je vais être seule, quel rôle, est-ce que c'est quoi une maman aussi. C'est important aussi de tout savoir. Est-ce que je suis obligée de suivre tout le monde et faire l'éducation qu'on a eue, ou est-ce que j'ai envie d'avoir quelque chose de spécial pour mon enfant? C'est quoi une maman? Qu'est-ce que je veux de l'enfant? Quelle relation je veux avoir avec mon enfant? Est-ce que c'est une relation dans les rapports de force, ou plutôt dans la bienveillance et dans le partage? Parce que là, tout a changé maintenant.
Et c'est vrai Oui. qu'avec les réseaux sociaux, avec tout, avec l'information, c'est très facile d'avoir l'information, l'accès à l'information est flux très facile. d'informations Et incroyable. justement, on est vraiment perdu entre toutes les différentes façons d'éduquer son enfant, Selon éducation positive. la société en même temps, Oui, oui, la culture. exactement. Il Il y a pas les parents forcément. aussi. Fiourtina, c'était ça. Fiourt, comme c'est pas la même Parce chose. qu'on n'élève faut pas nous l'enfant écouter. seul, hein, on Oui. l'élève dans un groupe familial. Donc, Justement, on n'a pas Exactement. cette idée-là parce qu'en général, quand on décide, on est deux à décider d'avoir un enfant, enfin, le mari et la femme, et puis après, on se retrouve à être toute une famille, Oui. tout autour, où Oui. tout le monde donne son avis, tout le monde dit, faut peut-être faire ça, moi à ton âge, moi pendant ta grossesse, enfin ma grossesse, quand tu étais dans mon ventre, j'ai fait ça, j'ai fait ci, pour l'éducation, j'ai peut-être fait ci ou fait ça, c'est un et gros on poids n'est pas pour forcément Et d'accord. l'enfant, il ne sait plus quoi suivre en fait. Voilà. Il faut les parents, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, il faudrait que chacun fait son rôle. Exactement. Qu'on reste Chacun grands-parents, connaisse exactement. son rôle exact. Oui, il faut s'entendre aussi, même le couple, il faut en parler. Quelle éducation on va donner à nos enfants? C'est-à-dire, l'enfant il dit, on va essayer ça? je préfère, Non, non, on essaye ça, moi je préfère comme ça. Il faut en Il faut se parler. mettre d'accord avant. Exactement. Et justement, tout planifier, tout organiser, essayer de tout faire au millimètre près, ça peut pas, ça risque pas d'être anxiogène, En fait, tout ça. Si. non, pas planifier, on va dire, c'est se préparer. D'accord. C'est- Préparer, non c'est pas planifier. responsabiliser, D'accord. c'est-à-dire les parents, et de dire que ce n'est plus, c'est pas anodin et c'est pas rien. C'est une responsabilité. Et pas dans le sens où, comme on prépare l'ars, Oui. par Oui. exemple, ça c'est anxiogène. Oui. Non, pas dans ce sens. Se préparer tout en prenant conscience que là, on est en train de faire une autre personne. On va concevoir un être humain, c'est pas rien. Donc, C'est-à-dire, on se prépare à recevoir un cadeau de Dieu. Point. exactement. C'est-à-dire, on réceptionne. Voilà. En vérité, on ne le fabrique pas, ce bébé, Oui. et on se ne l'arrache prépare. pas, on le reçoit. Oui. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de problème à concevoir et que la grossesse vient, il n'y a pas de problème de stérilité, alhamdoulilah, et tout c'est un cadeau de Dieu. Alors, comme on reçoit un cadeau d'un être humain, recevoir un cadeau divin, c'est encore mieux. Exactement. Donc, on en prend soin parce que c'est un cadeau de Dieu. Et puis, on essaye de l'accompagner pour devenir un être aussi, positif dans la société, constructeur dans la société. Le vivre comme ça, c'est magnifique. Exactement, Dire- l'accueillir. Là, là. L'accueillir, c'est de se préparer à accueillir un être vivant qui va, là, on est responsable sur cet enfant. Exactement. Et construire cette famille, et surtout de faire les choses dans la sérénité et la confiance. Et ne pas trop stresser, parce que vous avez dit qu'on planifie. Non, on Oui, ne prend exactement. pas. Peut-être les mots, quelquefois, Oui, parfois, il faut je changer dirais, les c'est mots. pas planifier, En fait, c'est se situer un exactement, petit se peu, préparer, se préparer à vivre quelque chose heureux d'important, un heureux événement. Oui, Exactement. justement. Et justement, avant la grossesse, il y a aussi, on se pose des tas de questions par rapport aux maladies. Il y a aussi la rougeole, il y a la rubéole, ce genre. Est-ce qu'on peut faire des vaccins pour prévenir justement, pour éviter de les faire pendant la grossesse? Oui. Ou comment se prépare? Est-ce La qu'on peut faire des toxo, par vaccins? exemple, pardon, la toxo, il n'y a pas de vaccin. Oui, pour la toxo. Non. La rubéole et La rubéole, il y en a eu dernièrement. Nous, Oui. la génération Tanahna, il n'y avait pas. Maintenant, c'est le ROR, il y a rubéole, rougeole, oreillant. Donc, la génération qui vient sera vaccinée, Inch'Allah, contre la rubéole. C'est très important de savoir son statut vaccinal. Donc, avant la grossesse, le bilan qui contient sérologie, entre autres toxorubéole. Donc, la rubéole, c'est difficile de l'éviter pendant la grossesse. Donc, D'accord. si on fait un bilan et qu'on n'est pas immunisé, donc sérologie négative, Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? il faut faire très attention. Avant la si on grossesse. peut se faire vacciner, on se fait vacciner. Est-ce qu'on se fait vacciner longtemps avant la grossesse? Oui, ou, quelques mois avant. D'accord. Voilà. Et la vaccination ou l'immunité contre la rubéole, sachant que la rubéole maladie confère une protection meilleure. Meilleur, oui. Voilà. En général, à l'école, quand on entend qu'il y a Vaut mieux aller voir les petits et essayer de la quand on choper est avant. la grossesse, avant le mariage, Oui. il faut chercher Pour être tranquille. les boutons et aller se coller aux enfants. Donc, quand on a un statut immunitaire qui dit qu'on est immunisé, soit contre la toxo, soit contre la rubéole, on est tranquille. Ça veut dire qu'on fera la grossesse tranquille. Dans le cas où on est négatif pour la rubéole, ça ne devrait pas exister maintenant, Inch'Allah, avec le temps. On est négatif pour la rubéole, il faut faire très attention. On dit éviter les enfants.
Oui. Parce qu'il y a un autre problème aussi, il y a le CMV, c'est un autre virus aussi qui devient de plus en plus fréquent et qui cause de graves malformations fœtales, surtout quand on le contracte Le tôt. cytomégalovirus. Oui. Donc dans ce cas-là, le statut immunitaire aussi est très important à savoir. Il y a Ça rien à passe aussi dans les analyses avant. Oui, il Oui. fait partie du bilan, par exemple, dans les pays. D'accord. Dernièrement, il commence à faire partie des bilans préconceptionnels chez nous. Voilà. Mais avant, par exemple, dans les pays industrialisés, ils faisaient déjà, parce qu'ils avaient beaucoup d'appuis. Nous, maintenant, ça devient. On n'en voyait pas beaucoup avant. Au début, oui. Mais puis, on était plutôt dans une santé autre que préventive. Maintenant qu'on est dans une santé préventive, donc il faut sérologie de la toxo, de la rubéole, de la CMV. Donc, c'est juste pour connaître son statut. Vous êtes immunisé, vous êtes tranquillisé, vous n'avez pas moins peur. Vous êtes négatif, par exemple pour la toxo, vous êtes négatif les mois d'avant la conception et pendant la conception. Et puis après, Oui. on fait attention à notre alimentation. Pas de viande crue, pas de charcuterie, pas de fruits et légumes à laver. Pas de chat à la maison. Pas de chat à la maison, voilà. Voilà, Oui. voilà. Jardinage et tout ça, on laisse Il faut de côté. faire attention, Voilà, peut-être masque et gants, et puis après se laver bien les mains. Et voilà, et contrôler régulièrement ces sérologies après pendant la grossesse. Et justement, quand on est en couple depuis un moment, qu'on prend la pilule et puis qu'on décide d'avoir un enfant, on se dit souvent, ou c'est une idée reçue, c'est d'arrêter la pilule. Ça veut pas dire que ça veut dire qu'il faudra attendre. Arrêter la pilule aujourd'hui pour avoir un enfant dans 2 mois, 3 mois peut-être. Est-ce que c'est le cas? Non. Ou est-ce qu'on peut tomber enceinte dès qu'on arrête la pilule? On peut tomber enceinte le premier cycle après l'arrêt, comme on peut prendre un temps de latence de 6 mois, 7 mois. Chaque cas est différent. De toutes les manières, dans un couple normal, sans contraception, sans anomalie, sans problème, nous avons 25% de chances de conception par cycle. Parce qu'il y a des petites micro-fausses couches qu'on ne se rend pas compte, que l'ovule accepte un spermatozoïde qui lui plaît, c'est pas obligé. Donc, déjà, c'est 6 mois en général, dans un couple jeune, et je dis bien 6 mois en général, jusqu'à 1 année, voilà. La consultation préconceptionnelle, c'est justement pour savoir est-ce qu'il y a un problème qui pourrait empêcher. Si le couple est jeune, on attend toute l'année, parfois 18 mois quand on ne trouve rien, pour leur dire voilà, il y a un problème à concevoir. Mais sinon, après, il y a l'arrêt d'une pilule. Il est très important de se supplémenter en acide folique avant de l'arrêter et les mois qui suivent. En attendant une grossesse, mais il faut se donner la chance de 6-7 mois comme ça avant de revenir voir un médecin pour une consultation. Voilà. Un dernier conseil pour les futures mamans ou les futurs papas aussi, parce qu'on a tendance à les oublier, mais ils sont de plus en plus impliqués. Oui, tout à fait, parce qu'ils font aussi des dépressions, même les papas, avant et après la grossesse, ils font aussi avec la maman. En fait, moi ce que je voudrais, c'est comme on en parle sur l'immunité et tout, il faudrait aussi penser à l'immunité psychique. Oui. Est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'on ne va pas risquer d'avoir tel ou tel problème ou pathologie si je dois vraiment faire un bilan aussi psychologique, pas uniquement physique, parce que il faut vraiment que ça rentre maintenant dans notre culture. Le côté psychologique est très très important. Exactement. Psychologique, biologique et social. Donc tout ça c'est important parce que tout est lié ensemble. Très bien. Merci Madame Faiza Noura, vous êtes psychologue. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous pour parler de ce bel événement qu'est la grossesse, comment préparer ce bel événement. Merci d'avoir participé avec nous. Docteur, vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission qui est consacrée aux rubriques et on se retrouve tout de suite après ceci. نهديلك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين يا على مكيلاني يا أرض صلاح الدين احنا معاك شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لا تأخر أبدا
للفتح وطني وشعبي هما المسببين. تحيا فلسطين. نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين. قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين. قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين. يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين. فلسطين الثورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. احنا هو مصحف التضحية ما نخاف عديان في سبيل الله والحرية. احنا المجاهدين يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie, Wahida Selmchif nous a rejoint. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdoulilah, tranquille. Alhamdoulilah. Pas trop stressé avec le foot ces derniers temps? J'avoue que si. En fait, on devient tous des professionnels et Exactement. des calculateurs parce qu'on essaie de comptabiliser, de savoir combien de points et tout. Exactement, Oh comment là ça là. va se passer, si on passe au deuxième tour ou pas. Oui, et comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas que l'Algérie aussi, il y a la Palestine qui va jouer Et aussi. c'est pour ça que je te parle de oui. foot. Ouais, exactement. Oui, aussi, c'est la même chose. On comptabilise s'ils gagneront un point, qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout. Oh là là, beaucoup de stress. Oui, beaucoup de stress, mais zen. On est zen aujourd'hui et on continue de parler de la grossesse avec Dr Khawla Khaldoun. Alors, on parle d'une pathologie qui est mal connue justement, qui est peu connue chez les parents, chez les futurs parents, la prééclampsie. On va en parler tout de suite, on va la définir juste après le jingle. Alors docteur, qu'est-ce que la prééclampsie au juste? Ok, donc je vais utiliser des termes assez pas très médicaux, des termes pour faciliter la chose. La prééclampsie, c'est une entité très spéciale qui concerne à peu près 3 à 5% des grossesses et dont la cause principale est un défaut de placentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accollement et les échanges placentaires, utéro-placentaires, entre l'utérus de la mère et le placenta du fœtus sont mal faits. D'accord. Pourquoi c'est mal fait? C'est des facteurs très différents. C'est une mauvaise vascularisation, c'est des facteurs qui causent des microthrombus, des petites coagulations, c'est des facteurs immunologiques qui interfèrent. Donc cette mauvaise placentation va faire qu'il y ait des mauvais échanges et des sécrétions de certaines substances qui sont assez toxiques. D'ailleurs, en arabe, on l'appelle tasammum al-haml. Avant, ça s'appelait la toxémie gravidique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de toxique pour le corps causé par la grossesse elle-même. Oui. Alors, et c'est une entité qui est définie par trois signes. Alors, apparition d'une hypertension lors de la grossesse à partir de la 20e semaine de la grossesse, apparition d'œdème chez la femme, donc des œdèmes aux pieds, aux mains, les bagues, on n'arrive plus à les mettre, une bouffissure du visage, et l'apparition dans les urines d'une protéinurie. Ça veut dire que le rein va filtrer et lâcher des protéines dans les urines. Donc c'est en gros la définition. D'accord. C'est pas simplement une tension pendant la grossesse. Parce qu'on pense souvent que c'est la tension pendant la grossesse. C'est pas une hypertension normale qui survient lors d'une grossesse. Non. L'hypertension, c'est une conséquence à ce qui s'est passé au début, la mauvaise placentation. Donc c'est pour ça que la prise en charge est très différente. Donc il faudra d'abord dépister les femmes qui sont à risque de faire une prééclampsie en début de grossesse. C'est possible de le faire? Oui, c'est possible de le faire. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire la consultation préconceptionnelle. Voilà. En général, on va parler directement des femmes qui sont prédisposées. C'est les grossesses ou un peu trop jeunes, 17 ans par exemple, ou au-delà de 35 ans, première grossesse. C'est les premières grossesses en général. On peut faire une prééclampsie première grossesse, ne plus la refaire après. Comme on a plus de risques de faire... Et on a plus de risques de faire une prééclampsie si on a fait une prééclampsie lors de grossesses antérieures. Les grossesses gémellaires, les grossesses multiples aussi, parce que le placenta est plus gros, donc les risques de faire des problèmes d'échange est plus important. Et il y a aussi des pathologies préexistantes, le diabète.
par exemple, préparent à une prééclampsie. Certaines maladies des auto-anticorps dans le corps préparent à une prééclampsie. D'accord. Voilà. Comment se rendre compte? Comment une femme peut se dire, voilà, je crois que je fais une prééclampsie? C'est très difficile de savoir dès le début. Est-ce qu'il y a des signes qui devraient oui, nous la alerter tout de prééclampsie, suite? quand elle est là, déjà, il y a la prise de poids Oui. pendant la grossesse. Alors, la prééclampsie en elle-même comme Alors, est-ce qu'on prépare une prééclampsie? C'est lors du bilan une petite protéinurie, des œdèmes, on a pris trop de poids. Dans les antécédents dans la famille, il y a eu des prééclampsies, voilà. Mais quand on fait une prééclampsie, les signes sont assez alarmants. Donc, c'est des céphalées, on a mal à la tête, on a des douleurs, oui, des bourdonnements d'oreilles. On voit des fourmis comme ça, des images de fourmis qui devant. On a des douleurs abdominales, c'est en général sous le foie à droite. On a aussi des nausées, une sensation de mal-être, parfois même des confusions. On se réveille mal le nez, les œdèmes sont très importants, on prend du poids très rapidement. Oui. Quand on a ces signes-là, si un jour on se réveille avec les bourdonnements, les mouches ou les fourmis dans les yeux, il faut aller directement voir son médecin. Directement, ne pas hésiter à aller en urgence. Parce que c'est quoi une prééclampsie? C'est avant la crise, parce que l'éclampsie, c'est la crise convulsive. Donc la prééclampsie, c'est les signes qui vous disent qu'il y aura une convulsion. La convulsion, c'est une souffrance cérébrale maternelle. Donc c'est un pronostic de la femme, c'est-à-dire sa vie qui est en danger. Mais la prééclampsie, elle a des degrés. Elle peut être légère, modérée et grave. Donc il ne faut pas avoir peur non plus de faire une prééclampsie légère. Si on est bien suivi, si le médecin vous voit régulièrement, donc il va suivre au fur et à mesure. Elle peut rester légère jusqu'à la fin. Elle peut devenir modérée, comme elle peut se déclencher directement d'une manière sévère dès le début. Sauf que classer la patiente déjà dès le début par son médecin dans légère ou modéré ou sévère conditionne après la prise en charge. Est-ce qu'il y a des remèdes? Non. La seule solution à la prééclampsie, c'est d'accoucher. Voilà. Mais en attendant, accoucher quand? Et accoucher dans quelles conditions? Et est-ce que la prééclampsie, parce que c'est la cause de la prééclampsie, c'est la conception elle-même, c'est le bébé, son placenta. Donc le fait de sortir, ça permet normalement dans les 24 heures de stabiliser les chiffres tensionnels, d'arranger. Mais ça prend en général 6 semaines après l'accouchement pour que tout rentre dans l'ordre. Mais quand est-ce qu'on interrompt cette grossesse? Pour une prééclampsie légère qui est bien gérée, qui est sans retentissement sur le bébé, et la femme, elle supporte bien et il n'y a pas de dégâts sur ses organes, ni sur les reins, ni sur le cerveau, ni sur le foie, parce que la prééclampsie, en vérité, ce n'est pas une maladie gynéco-obstétricale, c'est toute une panoplie. C'est le néphrologue, le cardiologue, le réanimateur, oui, voilà, tout le monde, le gynéco, tout le monde y est impliqué. Donc, parfois, ça passe, c'est gérable jusqu'à un âge où le fœtus est viable et tout. On programme l'accouchement. Dès que le bébé peut sortir en bonne santé, on peut accoucher par voie basse comme on peut accoucher par césarienne. J'allais vous poser la question, est-ce que c'est forcément une césarienne? Non, on peut accoucher par voie basse si les conditions d'accouchement par voie basse obstétricales sont réunies. D'accord, donc si tout se passe bien, ça va, mais si on a une prééclampsie forte et qu'on est pratiquement à la fin du 8e mois, à ce moment-là? Si c'est forte, ça veut dire qu'on approche l'éclampsie. Donc voilà, c'est des interruptions de grossesse à la hâte en catastrophe. C'est pour sauver la mère et l'enfant. Est-ce qu'il y a des répercussions sur le bébé? Possible, oui. Quand il y a des retards de croissance, parce que comme c'est un défaut de placentation, donc mauvaise vascularisation, parfois les échanges entre mère et enfant sont très réduits. Donc il est possible que l'enfant souffre d'apports en sang insuffisant dans le ventre. Ces apports peuvent faire une hypoxie, c'est-à-dire une souffrance de ses organes. Alors, les souffrances d'organes au début, comme le corps est intelligent, donc il va préserver le cerveau, donc les premiers temps, il n'y a pas d'action néfaste sûr, mais le bébé le poids, il va pas bien prendre le poids. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est une surveillance très importante, biologique, clinique et échographique. Donc on va chercher les signes qui vont dire bébé est en danger, ça y est, c'est tout ce qu'il peut supporter comme vie en intra-utérin. Il faudrait qu'il sorte et qu'il se développe mieux. Mais c'est pour ça que la prééclampsie, elle expose au risque de prématurité, elle expose au risque de retard de croissance, mais elle expose aussi au risque de mort in utero de l'enfant. Voilà, parce que toute cette entité biologique, immunologique qui se fait et vasculaire
va exposer au risque d'hématome rétroplacentaire qui va décoller le placenta d'une manière inopinée, brusque et stopper les échanges complètement et causer une mort in utero. Elle expose au risque aussi de la mère d'un hématome subcapsulaire du foie, d'une insuffisance rénale grave, d'un œdème cérébral. Donc ça, c'est les cas extrêmes. Est-ce qu'on peut suivre un régime, par exemple, pour éviter une prééclampsie? Éviter une prééclampsie, c'est comme on a dit, faire une consultation préconceptionnelle. Mais si on en souffre déjà d'une légère et qu'on peut continuer notre grossesse? Éviter les sources de stress, améliorer l'alimentation. Donc, les gens souvent croient qu'il faut éviter le sel et faire un régime hyposodé. Non, il faut un régime normosodé parce qu'il faut privilégier une alimentation riche en protéines parce qu'on va perdre beaucoup de protéines. Oui. L'alimentation saine, c'est des oméga 3, c'est des repas bien équilibrés à des moments précis. Ça fait partie Mais il y a des traitements. Il y a des traitements il y a du magnésium pour améliorer l'hypertension et améliorer la situation. Il y a des traitements anti-hypertenseurs pour faire baisser. Il y a des bilans réguliers pour savoir l'évolution, est-ce qu'elle est toujours stable ou ça s'aggrave avec le temps. Dès qu'on a des bilans ou une échographie fœtale qui dit que ça y est, le bébé est en danger ou la mère est en danger, là on arrivera aux situations d'interruption de grossesse. Très bien. Merci docteur pour toutes ces informations. C'était très clair. Merci encore. Vous restez avec nous pour la rubrique de Wahida Selmjif, Wichel, juste après le jingle. Alors Wahida, on parle foot aujourd'hui. Oui, actualité. Non seulement que c'est la Coupe d'Afrique en ce moment, mais c'est aussi la Coupe d'Asie. Il faut savoir que les Palestiniens, ils sont qualifiés. Ils ont déjà joué leurs 2 premiers matchs. Alors, le premier match, c'était face à l'Iran. Malheureusement, ils ont perdu 4-1. Le deuxième match, c'était face aux Émirats arabes 1-1. Ils ont égalisé, c'est très beau. Et demain, ils vont jouer leur prochain match. Donc demain, on aura Palestine et on aura Algérie. Oui. Croisons les doigts. Donc, sincèrement, on leur souhaite vraiment de gagner, de passer au prochain tour. C'est tout ce qu'on souhaite. D'ailleurs, c'est la même histoire, que ce soit pour les Palestiniens ou les Algériens, c'est les mêmes calculs. C'est un peu de calculer pour voir à combien de points ils passeront au prochain tour ou pas. C'est beaucoup de stress, j'avoue. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, par contre, il y a un événement qui m'a vraiment marqué et que je pense qu'il a marqué tous les esprits, c'est l'ouverture de la Coupe d'Asie. C'était une très, très belle ouverture, mais il y a eu un message très, très fort, un message de solidarité et de soutien aux Palestiniens. Je vous invite à regarder un petit extrait d'une magnifique vidéo. Oui. Alors, vous allez voir que lorsqu'on va découvrir la vidéo ensemble, vous allez voir qu'il y a eu... tu te rappelles, Mounia, lorsqu'on a parlé des chants, des messages codés que les femmes palestiniennes chantaient, donc il y a eu Talwida qui était à l'honneur. Il y a eu aussi, vous avez vu, il y a le drapeau palestinien, les robes palestiniennes, la danse traditionnelle palestinienne, mais aussi le chant palestinien. Donc il y avait toutes les nationalités qui étaient présentes et qui ont participé à l'ouverture, à l'inauguration de la Coupe d'Asie. C'était impressionnés, ils étaient tous avec plein d'émotions. On a remarqué ça sur leurs photos, sur les vidéos qu'ils ont partagées. Mais aussi, il y a eu, lorsque les équipes, les clubs rentrent au stade, ils font un petit défilé. Et là, l'équipe palestinienne a défilé avec la grande clé dont on en a toujours parlé. Voilà, la clé, c'est la clé de l'Aouda. Pourquoi pas un jour. Et ce qui est l'événement marquant aussi, c'est cette vidéo. Je vous laisse découvrir. D'accord. الحضور الكريم نطلب منكم إن أمكن الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الوضع المأساوي المستمر في فلسطين. Voilà. Alors, lors du deuxième match, ils ont observé une minute de silence. Il y a beaucoup d'émotions. On a vu les joueurs, ils ont fini en larmes. Il y a eu aussi des témoignages. En fait, lors du premier match, ils ont interviewé un des joueurs qui s'appelle lui aussi Mohamed Salah. Ce n'est pas l'Égyptien, c'est le Palestinien. Il a dit, alors comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prêt pour cette grande compétition? Il a dit, j'ai fait de mon mieux pour me préparer, mais il faut savoir que j'ai le cœur qui est toujours en Palestine, à Gaza. Malheureusement, ma famille est toujours bloquée. Ça fait 7 jours que je n'ai pas eu de leurs
nouvelles. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Aux dernières nouvelles, ils sont dans un camp des réfugiés. Ils se déplacent, en fait, ils se transforment en nomades malgré eux, malheureusement. Et lors du deuxième match, on lui a reposé la question, est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre famille? Malheureusement, il a dit toujours pas de nouvelles, mais la mauvaise nouvelle que j'ai reçue, c'est que j'ai perdu toutes mes tantes, tous mes oncles et mes cousins. Et pour mes parents, j'ai plus de nouvelles. Je souhaite et je prie qu'ils soient toujours en vie et cachés quelque part. Ça, c'est vraiment triste. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup d'émotions. Il faut savoir que en participant à ce genre d'événement, c'est l'occasion d'exporter la cause palestinienne, de raconter le combat palestinien. Même en jouant au foot, c'est une manière de résister. C'est une manière de dire que le pays existe. Il a toujours existé et ils sont là. Donc, ils font malgré eux, ils font de leur mieux pour pouvoir s'affirmer et pour exporter la cause palestinienne à travers le monde. Il faut savoir qu'il y a eu des petites interviews juste après l'ouverture et il y a eu des personnes d'autres nationalités, ils ne connaissaient pas vraiment le combat palestinien, ils n'avaient pas compris l'histoire parce que malheureusement, avec les réseaux sociaux, on montre ce qu'on a envie de montrer, mais on ne montre pas toujours la réalité. Donc, quand ils ont assisté à l'événement, ils ont été marqués, ça a un peu changé leur regard. Depuis le début, depuis le 7 octobre, on parle de la Palestine, on a parlé d'art, de culture, de films, de cinéma, de théâtre. Tout ça, c'est une manière de résister. Les Palestiniens ont utilisé tout type d'art. Ils ont utilisé des pinceaux pour dessiner leur résistance. Ils ont utilisé la pièce théâtrale pour pouvoir exprimer leur résistance. Ils ont utilisé la debka pour exprimer leur résistance. Tout cela est un moyen qui est très très fort pour pouvoir exprimer leur résistance et dire que la Palestine est un pays qui va certainement finir par devenir un pays libre et républicain. Inch'Allah. 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 Voilà. Des pronostics pour demain? L'Algérie ou la Palestine? Pour les deux, tiens. La Palestine jouera avec qui demain? Alors, contre Hong Kong. D'accord. Ils sont un peu forts, mais... Je m'y connais pas. Alors, c'est sérieux, je m'y connais pas vraiment en foot. Donc là, l'équipe de Hong Kong, je ne sais pas si elle aurait été connue. On l'aurait su. Oui, je pense. Je sais pas. Ils sont un peu mieux préparés, je dirais, que l'équipe palestinienne. Mais sait-on jamais, on peut toujours avoir des surprises. Moi, je dirais 2-1 pour les Palestiniens, je le souhaite. Très bien. Un pronostic? Juste comme ça, pour le fun. Le foot, je sais. Le foot, j'espère pour les deux équipes, la Palestine et l'Algérienne, de gagner. Voilà, j'espère pour le cœur des supporters. Oui, en tant que médecin, je pense au cœur des supporters. Oui. Et puis aux femmes enceintes aussi. Oui, surtout. Et puis cette génération, elle est toute... fan de sport, de foot, hein, même les jeunes femmes. Bah c'est oui, ça nous parle. Bah, je pense que ça nous parle et on se met tous dans le bain du foot, surtout en ce moment. On en parle partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les journaux. On se tient au courant parce que c'est par exemple pour l'Algérie, c'est notre pays qui joue et on aimerait bien avoir un moment de joie et de... Exactement. Oui, c'est un moment de partage. C'est là où on se retrouve en famille, entre amis. Par exemple, moi, je ne regarde pas vraiment tout au long de l'année, mais je regarde quand l'équipe nationale joue. Voilà. Et je connais un peu les règles, je maîtrise. Moi, je me mets à la cuisine quand l'équipe joue. Comme ça, je ne regarde pas. J'arrête tout. Sincèrement, j'arrête tout. Tu connais les règles. Est-ce que tu connais, tu sauras, comment on l'appelle déjà? Un hors-jeu. Un hors-jeu, voilà. Ben oui, d'ailleurs, on a eu droit à un hors-jeu où on a fermé l'œil. Je connais même la technique du VAR aussi, à quel moment ils peuvent faire appel au VAR ou pas. Et je connais plein d'autres choses. Ah là, ça va. Oui. Et je connais même la touche d'arme. D'ailleurs, on a fermé l'œil sur ça. Oui. Moi-même qui ne suis pas trop calée, j'avais su, j'ai dit, ah tiens, c'est pas ça. Mais bon. C'est ça, c'est le jeu. Pour demain. Exactement. 3-0 pour l'Algérie. Pourquoi pas? L'essentiel, c'est de gagner, pas de marquer le plus de points. Je pense que c'est ça. L'essentiel, c'est de gagner. C'est bien aussi parce qu'on va avoir plus de points pour pouvoir être classé parmi les autres. À ce moment-là, je m'y connais. À ce moment-là, non, moi, je suis perdue. C'est des calculs, Monia. Merci, Wahida. Merci pour ta rubrique. Merci, Dr. Khawa. Voilà, je voulais juste préciser, Monia, une seule chose. Oui. La pré-éclampsie peut survenir à partir de 20 semaines, mais elle peut survenir le lendemain de l'accouchement et la semaine d'après. Donc, il faut garder la surveillance de la femme après la semaine d'accouchement. Très bien. Voilà. Merci encore une fois, docteur. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de Canal Algérie. Et puis Zen, au revoir. Ouais,